parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud, mais c'est un peu plus un à voir, voire même un hors-série. Oui, un nouveau hors-série où je vous avais dit la saison 3 va être fofolle, on va tenter des petites choses. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous attaquons avec mon premier podcast sur un jeu vidéo. Ce jeu vidéo, pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, c'est The Banner Saga. J'ai demandé si ça vous intéressait et j'ai eu la chance d'avoir un nombre extraordinaire de réponses, c'est-à-dire une. D'ailleurs, je le remercie, qui m'a dit que oui, ça l'intéresserait que j'en parle, et donc nous y voilà. The Banner Saga est sorti le 14 janvier 2014. J'y ai joué en version originale sous-titrée et il a été développé par Stoic Studio, comme on parle de jeux vidéo. En général, on parle plus d'équipe de développement plutôt qu'une personne, à part quand on s'appelle Hideo Kojima, hein, ça c'est hashtag mégalomanie puissance 1000. Et donc les développeurs principaux de Stoic Studio, puisque au départ il n'était que 3 tout simplement dans l'équipe, c'est Arnie Jorgensen, John Watson et Alex Thomas, qui sont des anciens de chez Blizzard, mais j'en parlerai après. C'est donc mon premier hors-série sur un jeu vidéo. Ça faisait un moment que je me disais que je vous parlerais d'un jeu vidéo, parce que voilà, ça a été toute une partie de ma vie, le jeu vidéo, mine de rien. Hein. Je sais que j'ai l'air monomaniaque comme ça, et que j'ai passé ma vie devant des films, mais non, j'ai passé ma vie devant des écrans. Et oui. Ah, le jeu vidéo. Mon amour perdu. Oui, j'ai perdu du temps, non. Non, j'ai gagné du temps. Oui, gagné, oui, je le dis, je n'ai pas honte de le dire. J'ai parcouru tes étendues de pixels, j'ai manipulé tes polygones, je me suis épuisé dans ton gameplay, j'ai vécu avec un grand V, des aventures plus excitantes, enivrantes et marquantes, les unes que les autres. Et oui, je me retourne vers toi, le regard triste, heureux, de l'amant qui se sait trop lent pour ta fraîcheur, trop occupé pour ton exigence, en un mot trop vieux pour ton nirvana, alors oui. Je vends parfois mon corps à la sauvette avec des oiseaux énervés et autres bonbons acides qui, eux, pauvres prostituées du jeu gratuit, me subissent autant que je les subis et me font, oui, là oui c'est vrai, perdre mon temps. Et nous y voilà, maintenant. Je me retourne vers toi, l'œil fatigué, il est vrai, mais dans mon ventre, encore cette flamme. Toujours cette flamme du souvenir, pas assez vieux pour mourir, mais que j'ai déjà tant parcouru qu'il me semble parfois l'avoir créé de toutes pièces. Heureusement tu es toujours là. Bien vivante, ma belle aventure. Et je me permets de reprendre à vouloir vivre avec toi, parler avec toi, mais surtout parler de toi. Ça, c'est le privilège du temps. On a assez d'orgueil pour croire que notre parole vaut quelque chose, quelque part, et pour quelqu'un, en quelque sorte. Alors je vais chercher à te transmettre ce que l'on a partagé. Et je vais chercher à transmettre ce que l'on a partagé. Qui, comment, mais aussi pourquoi. Parce que le jeu vidéo n'est pas une non-vie. Une non-vie. Sauf quand elle devient la meilleure chaîne de télévision qui n'ait jamais existé en France. Je ferme la parenthèse. Le jeu vidéo est un outil extraordinaire de vie, avec un V capital, accessible à beaucoup plus de personnes que le sport ou tout simplement la richesse. C'est un vecteur cathartique dont la puissance ludique est unique. Et ça fait trop de répétitions en hic, alors commençons cette petite critique sur un jeu vidéo pour la première fois. Alors malgré cette prose qui insulte la prose, hein, on est tous d'accord, je ne suis pas un expert en jeux vidéo, loin de là. Mon truc c'est le cinéma et plutôt la narration, donc je vais vous parler surtout de RPG, de jeux vidéo, de rôle, où l'histoire est prédominante. Et c'est surtout l'histoire, la narration à travers le ludisme dont je vais parler. N'en déplaise aux ludologues, oui, la théorie du jeu vidéo, pour la petite parenthèse, se découpe entre deux grands pans. Les narratifs, ceux qui voient le jeu vidéo comme une extension de l'outil de narration du cinéma, de la télévision, ainsi de suite. Et les ludologues, qui voient dans le côté ludique du jeu vidéo, donc le fait de manipuler ce que l'on voit à l'écran, hein, d'y participer, un pendant artistique défini et complètement différent qui a ses spécificités assez de spécificités de vocabulaire pour être détaché complètement de la narration et donc techniquement du cinéma, de l'audiovisuel en général. Voilà, c'est pour la petite parenthèse. Alors, comme je disais, je vais plutôt vous parler de l'histoire et de la narration à travers le ludisme. Peut-être même par-ci par-là que je comparerai un peu avec le cinéma, mais on verra à l'occasion. On va se laisser libre hein, pour changer. Je commence donc ce hors-série avec The Banner Saga. Développé par 3 anciens du mastodonte BioWare, BioWare c'est un très gros studio de développement qui a notamment fait la trilogie Mass Effect, dont je parlerai prochainement, certainement dans un prochain hors-série, probablement l'année prochaine, hein, parce qu'il y a beaucoup de films là, dont je vais parler avant Noël.
et avant la fin de l'année, en essayant de tenir le coup cette fois-ci sur ma rétrospective de Noël, mais j'y reviendrai, hein, hashtag Harry Potter, je t'ai complètement oublié, en fait j'ai même pas fini la série, et je devais la finir avant la fin de l'année dernière, bon bref, autant dire que je suis à la masse, mais vous m'aimez comme ça, n'est-ce pas? Donc bref, BioWare, c'est ceux qui ont fait Mass Effect, c'est un très très gros studio maintenant, et donc les trois hurluberlus qui ont fait The Banner Saga sont partis de BioWare avant de commencer à faire The Banner Saga en 2011. Donc ce sont des développeurs expérimentés, mais The Banner Saga c'est d'abord et avant tout un financement participatif, un crowdfunding comme disent les gens cool, particulièrement réussi notamment, avec plus de 700 000 € de réunis, ce qui est une belle somme pour des développeurs qui n'étaient pas connus, et oui, il y a de très très gros développeurs de jeux vidéo qui ont aussi fait du crowdfunding, comme Peter Molyneux et autres, des mecs qui ont fait des jeux, je sais plus, comme, maintenant c'est pas Might and Magic, j'ai plus le nom en tête, Fable, des jeux très 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 populaires, si vous connaissez rien aux jeux vidéo, autant vous dire que ça c'est des jeux historiques. Et c'est des mecs, quand ils ont quitté les studios de développement ou les éditeurs pour faire des crowdfunding, il y avait beaucoup plus de gens derrière eux. Donc c'était des crowdfunding historiquement élevés pour des mecs tout seuls. Mais bon voilà, tout le monde s'appelle pas Peter Molyneux ou Hideo Kojima si un jour celui-ci faisait du crowdfunding, ce qui est peu probable, mais peu importe, je digresse. Et donc le fait que le jeu soit sous financement participatif est très intéressant parce que très souvent, il est très difficile de montrer ces projets, de monter des projets qui sont adultes ou dépressifs avec des éditeurs classiques, parce que l'industrie du jeu vidéo, tout comme l'industrie du cinéma, hein, tout simplement, elle est frileuse. Les projets adultes qui par définition s'éloignent des clichés enfantins ou des bases d'histoire épiques consistant à sauver le monde ou l'univers, voilà, les jeux qui s'éloignent de ces clichés-là sont rarement greenlightés, on les accepte rarement chez les éditeurs, et donc du coup ils voient rarement le jour. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'excellents jeux dans les clichés cités ci avant, hein, comme Mass Effect, hein, dont je parlerai une prochaine fois, ou Skyrim, auquel je dois jouer bientôt, hashtag je suis complètement à la masse, le jeu a déjà quasiment 10 ans, il est sorti en 2009, 2010, je sais plus, bon bref. Oui, je rattrape les jeux d'il y a 10 ans, hein, ça me permet de pas dépenser des milliers d'euros en les faisant, et puis il y a 10 ans, j'avais pas l'argent, les moyens, ainsi de suite. Hashtag, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, je fais ce que je veux. Bref. Donc oui, il y a des bons jeux aussi, comme ça, mais quand même, les narrations différentes, voire adultes, ça fait du bien, pour la petite parenthèse, je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de 3615 Usul sur les scénarios, qui est très intéressante, où il évoque justement avec justesse le besoin du jeu vidéo de passer à un âge adulte, à des scénarios adultes, de commencer à quitter un petit peu sa phase adolescente, mec au gros pec, meuf au gros sein, et on s'en fout de l'histoire pourvu qu'on s'amuse, vous voyez le genre quoi. Il y a un petit peu le côté blockbuster à 2 balles, bref. Donc oui, je ferme la parenthèse, donc oui, et The Banner Saga, grâce à son financement, il a pu aller au bout de sa démarche de narration adulte et en quelque sorte dépressive. Et ça, c'est probablement son plus grand point fort, mais on va schtroumpfer avant de continuer, on va faire le pitch, hein. Vous me connaissez, on va schtroumpfer avant de continuer, mais pour info, je fais cette critique alors que je n'ai fini que le premier volet de The Banner Saga, qui est une trilogie, donc, possiblement, pour dire un mot qui n'existe pas, possiblement je ferai un autre épisode à un moment donné, pour revenir sur cette série, si j'y vois matière, vu la qualité d'écriture de la série, c'est probable, mais on verra. Hashtag suspense insoutenable, la France en PLS, hashtag tout le YouTube Game en sueur. Donc, schtroumpf. Dans un monde nordique médiéval fantasy, oh là là, excusez-moi, je suis très fatigué, c'est difficile, on recommence, allez, allez, pardonnez-moi pour aujourd'hui, allez. Mais non, mais n'éteignez pas tout de suite en mode... c'est bon, il sait plus parler, je suis très fatigué, je l'avoue, j'enregistre ce podcast, une fois n'est pas coutume, en gros speed, j'ai pas le temps, genre, mais je veux bien l'enregistrer, donc on va recommencer ce superbe pitch. Allez, on schtroumpfe bien cette fois-ci, allez, c'est reparti, c'était un faux départ, excusez-moi. Donc, dans un mode nordique médiéval fantasy, c'est dur, hein. Dans un monde nordique médiéval de fantasy, le monde se sépare entre 3 races, on va y arriver. Les Varls, des humains géants à cornes, les Dredge, des êtres en armure voués à la guerre, et les humains. Déjà, 2 grandes guerres ont opposé les Varls et les humains aux Dredge. Et notre histoire commence lorsque le petit village de Rook, un archer, et sa fille Alette, est attaqué par une meute de Dredge qui les force à fuir. Cette attaque
est doublement violente. De 1, les dredges ne devraient pas être aussi profonds dans les terres humaines, car ils étaient jusque-là stoppés par les Varls. Et de 2, si les dredges sont allés aussi loin, cela veut dire que Rook, Aleth et tout leur village ne reviendront probablement jamais chez eux, et qu'il leur faut entamer désormais un long périple vers la capitale humaine, Aberrang, pour y trouver refuge. Mais ce long périple, paraissant déjà insurmontable, avec cette journée qui ne s'arrête jamais et cet hiver qui semble ne jamais s'arrêter, ce long périple donc ne va faire que se durcir en constatant que les Varls sont eux aussi en fuite et qu'une plus grande menace que les dredges serait aussi à leur poursuite. Rook et Aleth vont devoir tant bien que mal combattre les dredges tout en prenant soin de leur communauté, une caravane surpeuplée à qui il faudra donner refuge, nourriture et protection. Avec toujours cet équilibre terrible, insoluble, alors qu'ils doivent cependant y répondre, plus la caravane est nombreuse, plus forts ils sont au combat, mais plus il faut aussi trouver de la nourriture dans une journée hivernale qui ne semble jamais vouloir s'arrêter. Bon, ça a été difficile aujourd'hui, hashtag pardonnez-moi, hashtag mettez de l'argent sur le Tipeee, likez, partagez, hashtag pitié, j'ai pas d'argent, hashtag s'il vous plaît. Je blague évidemment. Pour bien comprendre mon point de vue sur la narration de ce jeu, il faut que j'explique le gameplay. Comme il se marie parfaitement avec la narration, mais surtout avec les intentions de la narration, mais je vais revenir là-dessus vraiment précisément. The Banner Saga est un jeu de rôle tactique, c'est-à-dire que les phases de combat se passent en tour par tour. Le joueur agit, puis le CPU, puis le joueur, puis le CPU, etc., etc. À l'opposé du combat en temps réel, où tout se passe dans l'immédiateté, tout le monde joue en même temps. Le tour par tour fait appel ainsi à plus de réflexion et à l'augmentation progressive des statistiques des personnages du joueur dans les combats, entre les combats en général, plutôt qu'au réflexe et à la dextérité à la manette, de ce qui est le cas dans le jeu en temps réel. Là où The Banner Saga est original contrairement aux autres jeux en tour par tour, c'est en alliant les statistiques de force et de vie ensemble. C'est une même statistique, la force pour frapper donc, et la vie, ce qui fait que ton personnage est en vie ou non. Là où la grande majorité des jeux tour par tour séparaient les statistiques, vie, force, défense, agilité, etc., etc., ce qui crée ainsi souvent une sensation de gestion des statistiques plus que de la gestion de personnages dans les phases de combat. Pour vous donner un très bon exemple selon moi de ce style de jeu, vous avez la série des Final Fantasy, où on peut passer un temps fou à regarder des chiffres pour augmenter les statistiques avec les armes, les armures, la magie, etc., les plus adaptés, alors que les personnages ne sont jamais réellement impactés dans l'histoire. Ils sont juste de plus en plus forts, souvent au point d'en devenir beaucoup trop forts d'ailleurs, ce qui rend le jeu absurdément facile, surtout quand la narration insiste sur le fait que ça devrait être de plus en plus dur. Du genre, vous avez un dialogue qui dit « C'est le pire endroit de tout le royaume, on y croise les pires monstres !» Et en fait, vos personnages sont niveau 90 et les monstres sont niveau 20. Hashtag jeu pété, hashtag Final Fantasy surestimé, hashtag non j'ai pas peur, hashtag qu'est-ce qu'il y a pour la deuxième fois. Bref, The Banner Saga, en alliant vie et force, donc les statistiques de vie et des forces, fait une invention de gameplay que je trouve assez brillante. Il y a d'autres jeux qui l'ont fait avant, mais pour moi c'est un jeu qui a remis ça au goût du jour, notamment à cause de sa phase narrative, et qui a créé vraiment quelque chose d'unique, mais j'y reviendrai après. Encore une fois, hashtag je me répète, hashtag je suis un peu lourd aujourd'hui, hashtag arrête avec les hashtags, tout le monde s'en fout, bref. En fait, on ne peut plus penser le combat dans ce jeu-là comme une bête base de statistiques ou de baisse de statistiques de l'ennemi, avec nos actions qui garderaient le même niveau durant tout le combat, quel que soit notre niveau de vie. On a un point de vie, on envoie encore des coups à 3000, alors qu'en fait on est aux portes de la mort. Alors que dans The Banner Saga, comme la vie et la force sont liées, plus on est touché, moins fort on frappe. C'est-à-dire que vous avez 10, si vous prenez un coup, vous êtes genre à 7, et vous allez frapper de moins en fort, enlever de moins en moins votre adversaire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas se faire taper par un mec qui a beaucoup plus de force que vous, et réussir à le taper avant, par exemple. Du coup, s'en prendre à un ennemi à la fois, à un seul ennemi à la fois, pardon, comme dans la plupart des jeux en tour par tour, devient ici caduque. Parce que dans les jeux en tour par tour, on se dit, il faut tuer les ennemis le plus vite possible. L'objectif, c'est d'empêcher qu'il y ait 20 ennemis qui frappent chacun leur tour quand c'est le tour de l'ennemi.
il vaut mieux qu'il n'y en ait plus que 5 plutôt que 10, vous voyez, c'est tout bête, il s'agit de réduire le nombre d'effectifs de l'ennemi, ou de s'attaquer au plus fort, en général quand c'est un boss, pour aller le plus vite possible et éviter de se faire tataner par un mec qui frappe très très fort et par des petits soldats qui vont taper en plus, vous voyez. Donc il y a juste ces deux phases, contre les boss on attaque en général le plus fort, et contre les combats classiques on tue, en général on essaie de buter le plus grand nombre d'ennemis le plus vite possible. Donc si par exemple dans les jeux tactiques où c'est un peu plus balèze, c'est difficile de buter plusieurs personnages sur un seul tour, on essaie d'en buter un seul à la fois. Évidemment si le jeu est bien fait, on n'y arrive pas, hein. Il y a d'excellents jeux de tactique, je suis pas en train de caricaturer, mais dans l'idée, en général on s'attaque à un personnage, à un adversaire à la fois, parce qu'en tour, par définition, quand c'est le tour de l'adversaire, il vaut mieux lui éviter d'avoir la possibilité de frapper à plusieurs fois. Dans The Banner Saga, ça fonctionne pas comme ça, déjà parce que les tours s'alternent, une fois c'est le joueur, une fois c'est on fait pas tous ces personnages, et ensuite la machine fait tous ces personnages, on fait un personnage de manière alternée, une fois c'est notre personnage, une fois c'est le personnage de l'ordinateur, une fois c'est le nôtre, ainsi de suite. Donc déjà on calcule autrement. Mais en plus, comme je disais, comme la vie et la force sont liées, plus on est touché, moins on frappe fort, sans prendre un ennemi à la fois, comme dans la plupart des jeux de tour par tour, donc ça devient inefficace, parce que c'est les personnages qui ont le plus de vie qui frappent le plus fort. Et au final, bah, c'est logique, voire même, entre guillemets, réaliste, d'être de moins en moins fort, plus on est blessé. Ça, je trouve que ça rajoute une part de réalisme, je trouve non négligeable. Et ça ajoute aussi une part de stratégie conséquente au jeu, parce que frapper le premier devient du coup déterminant. Et la capacité à toucher le plus d'adversaires le plus vite possible devient un vrai avantage sur l'issue du combat. Et oui, si on enlève de la capacité, si on blesse des adversaires plus vite, par définition, on leur enlève de la capacité à répondre et à frapper fort. Sans compter que ça rend la composition de votre groupe de personnages beaucoup plus déterminante que dans beaucoup de jeux en tour par tour, où souvent aussi, quelques personnages vont servir de locomotive aux autres, ce qui rend une grande partie de l'équipe souvent accessoire. On monte leurs statistiques plus par envie, par fan game, parce qu'on veut passer du temps sur le jeu ou autre, ce qui peut être tout à fait respectable, mais c'est pour dire, ça sert pas à grand chose pragmatiquement dans le jeu. On a en général 3-4 personnages qui vont être extrêmement forts et qu'on va utiliser tout le temps. C'est pour ça que les jeux comme Final Fantasy ont eu l'intelligence dans certaines versions, pas dans tous, parce qu'il y en a, je crois qu'ils sont 15, Final Fantasy 15, ça vous donne une échelle d'idée, et ça a à chaque fois été des gros succès. Dans certains Final Fantasy, il y a des parties de l'histoire qu'on fait qu'avec une partie de l'équipe, et donc ça nous force, si on les a pas augmentés d'ici là, si on les a pas aidés à être un peu plus performants, ben ça rend le jeu beaucoup plus dur, donc en général on essaie de nous inciter à modérer la gestion de l'équipe et à alterner un peu. Mais dans la plupart des Final Fantasy, honnêtement, quand on a nos 4 mecs très forts, on les utilise tout le temps. Pardon. Excusez-moi, je vous ai dit, je suis un peu claqué. Désolé. Et pour revenir un petit peu sur un élément aussi que je trouve très intéressant dans The Banner Saga, évidemment, si on touche l'adversaire et qu'on lui enlève de la vie, on lui enlève de la capacité de frappe. Mais, il y a une complication, c'est qu'il y a aussi la statistique d'armure, de défense, qui, elle, plus le personnage a de l'armure, moins on lui fait mal en lui mettant des coups, voire même, si on n'est pas assez fort, on a carrément un pourcentage de possibilité de ne pas réussir à le toucher. Donc l'idée c'est de baisser son armure assez pour pouvoir le toucher. Et donc de trouver ce bon équilibre. Si on touche l'armure, c'est bien parce qu'on permet à nos équipiers ensuite de le toucher plus fortement, mais si on ne lui enlève pas de la force, quand il tape, il va taper très très fort. Donc il y a ce truc tout le temps ce casse-tête un peu à trouver. Est-ce que je commence à taper l'armure? Est-ce que je commence plutôt à enlever des points de vie? Avec qui? Comment? Est-ce que je mets plutôt mes personnages hors de distance pour pouvoir frapper en premier, ou au contraire il faut que j'aille prendre le risque parce que je suis assez fort pour encaisser une vague éventuellement de coups, et ainsi de suite? Ou est-ce que je mets un personnage devant qui va se faire tataner mais que je sais assez fort pour survivre le tour de mes adversaires, et ensuite je vais en profiter qu'ils soient groupés pour les attaquer avec une attaque de groupe et enlever de l'énergie, de l'armure à plusieurs personnages en une fois? Vous voyez, ça devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus tendu. Oui, donc dans The Banner Saga, il y a certains personnages peuvent et deviennent déterminants au combat, mais jamais ils pourront se passer du reste du groupe et d'une bonne stratégie. L'exemple que je trouve le plus pertinent de ça, c'est qu'avec ce système, il m'est souvent arrivé de tabasser à l'aide de mon magicien des géants en armure. Simplement parce que mon magicien était le dernier de la zone de combat en pleine santé.
Voilà bien une chose que je n'avais jamais vue en quelque sorte dans un jeu de rôle en tour par tour, jusque-là, ou quasiment jamais. Hashtag originalité, c'est-à-dire qu'un magicien en général, pour ceux qui connaissent rien aux jeux vidéo, a plutôt des statistiques de frappe au corps assez nazes, il est supposé frapper de loin avec ses tours de magie, on le laisse en général à distance et on essaie de le protéger avec des soldats en armure avant, hein, pour pas qu'il se fasse attaquer au corps à corps parce qu'il se fait massacrer. Mais dans The Banner Saga, si à la fin c'est le dernier à être en pleine santé, et que mes adversaires en armure qui font 3 mètres de haut, il leur reste 3 points de vie et lui il en a 20, je caricature, bah il va leur taper, il va leur enlever 12. Donc c'est en partant du principe bien sûr qu'ils ont l'armure qui a baissé, mais vous comprenez l'idée. Et ça pour moi c'est une vraie qualité stratégique de The Banner Saga, ça rend le jeu beaucoup plus profond d'un seul coup. Mais ce qui unit tout ça, dans les deux autres phases, tout ça dans les deux autres parties du jeu, les phases de dialogue et les phases de gestion de caravane, c'est que cette notion de gestion de gestion survie est aussi présente dans ces deux autres phases. Comme dit avant, nos héros dirigent un groupe de survivants qui fuient littéralement ce qui s'apparente à une fin du monde. La situation est donc désespérée et donc toutes les décisions que prend le joueur coûtent très cher. Très souvent, des membres de la caravane y perdent la vie, hein, très régulièrement. Dans les phases avec la caravane, les données à prendre en compte sont essentiellement le nombre de personnes en rapport à la quantité de vivres. Chaque jour qui passe consomme des vivres, et évidemment, moins il y a de vivres, plus le moral de la caravane est bas, et plus des événements sympathiques comme les vols, les agressions, les meurtres, les trahisons et autres joyeusetés se produisent. Hashtag, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Tous ces événements arrivent sous forme de bulles de dialogue, à choix multiples, où évidemment, pour en rajouter une couche, rares sont les solutions indolores. En général, on perd des gens, on perd des amitiés, on perd des vivres, ou l'un et l'autre, etc., etc. On perd des choses. C'est rare qu'on fasse un geste qui nous fasse gagner tout. Et c'est là où le jeu devient assez génial, parce que dans la troisième phase du jeu, les phases de dialogue à proprement parler, d'ailleurs qui sont différenciables du reste du jeu car accompagnés de dessins magnifiques des personnages, dans un style comics sobre, c'est-à-dire sans de grands gestes, les personnages sont nobles, les regards durs, tristes et froids, qui collent vraiment bien à l'ambiance. Il y a une grande partie du charme du jeu qui vient de ce caractère design brillant et juste puissant. Donc dans ces phases de dialogue, la narration principale avance le plus, et c'est là que l'écriture mature de The Banner Saga fait des merveilles. Comme dit avant, le scénario est adulte. Les personnages ne sont donc pas des pions qui agissent au bon vouloir du joueur. Ils s'opposent, ils s'indiffèrent, ils prennent des décisions, parfois incompréhensibles, ils suivent leur propre route, ils vous trahissent, ils s'enfuient, etc., etc. Bref, en caricaturant, ils sont vivants. Et surtout, en termes de jeu, ils ne sont pas faciles à lire, bien au contraire. Et ce simple fait pousse le joueur à faire attention à la moindre question qu'il pose, à la moindre attitude qu'il choisit d'avoir, au moindre choix qu'il prend. Il y a vraiment on sent les conséquences d'emblée parce que les personnages sont complexes. Tout simplement parce que, au-delà de l'impact de nos actions que les personnages, sur les personnages, et le fait que l'on peut s'attacher à eux, comme dans tous les jeux narratifs, hein, où les personnages ont un tant soit peu de background et de consistance au travers de l'histoire, j'ai rarement vu un jeu où la narration impacte aussi clairement le gameplay. Nos relations avec les personnages, quasi systématiquement, ont une conséquence sur la caravane ou sur les phases de combat. Mais là je me rends compte que c'est la première fois que j'aborde un jeu vidéo, donc je vous sens un peu perdu. Hashtag donne un exemple, connard. Donc, à vos ordres. Oui, donc par exemple, un personnage s'est joint par exemple à la caravane avec son village dont il est le chef. Et il veut bien que ses guerriers combattent avec la caravane, à condition que le nombre de personnages dans la caravane n'augmente plus. Imaginons que vous dites oui, vous avez déjà 400 personnes dans la caravane, et des vivres pour à peine 10 jours. Alors que votre destination, à ce moment-là, se trouve à 11 jours de marche, donc c'est un peu la merde déjà. Donc logiquement, vous vous dites qu'accueillir plus de monde serait stupide, et donc vous acceptez la proposition de ce chef, vous vous dites bah oui, il a raison, c'est cohérent. Le temps passe, ce personnage est devenu un guerrier des plus efficaces lors des phases de combat hein, dans votre équipe, vous traversez plusieurs crises, dont notamment des moments de famine prolongés, le moral de la caravane est au plus bas, et vous ne savez pas quand vous allez retrouver des vivres en plus, donc c'est vraiment le hashtag c'est la misère. Vous tombez alors sur une ville en flammes que vous choisissez de sauver, malgré les protestations de votre fameux personnage. Tiens, appelons Yunwook.
le personnage. Ça fait un peu nordique, et puis au moins on saura de qui on parle, ce sera plus simple. Donc Yun-wook estime que c'est une mauvaise idée d'aller sauver ce village en feu, que vous allez faire mourir des gens, de la caravane pour une ville perdue, sans compter qu'à cause des flammes, il n'y a probablement plus de vivres viables dans le village, donc c'est vraiment un effort, comment dire, inutile. Mais vous avez grand cœur, vous pouvez pas laisser des gens mourir comme ça sans rien faire, votre côté héros de jeu vidéo vous pousse à agir, et à sauver donc la veuve et l'orphelin, vous y allez donc. Vous perdez des hommes au combat, comme prévu, mais la caravane accueille malgré tout de nouvelles familles. Et c'est là que Yun-wook, enfin, accueille une nouvelle famille sans vivre en plus, évidemment. Donc vous êtes vraiment beaucoup plus nombreux qu'avant. Et c'est là que Yun-wook, très courroucé, ne vous propose en quelque sorte plus que deux choix. Lui laisser le commandement, ou mourir de sa main. Et je peux vous affirmer là qu'aucune des solutions ne vous sera sans conséquence. Évidemment, faisons un petit éventail de ce qui peut se produire. Évidemment, s'il vous tue, vous avez perdu, mais surtout, si vous le tuez, vous le perdez, mais vous perdez aussi la confiance d'une partie de la caravane qui le suivait. Si vous le battez sans l'achever, vous pouvez le bannir, mais des fidèles vont le suivre. Et sans vivre et sans armes, ils sont condamnés à mort. Les achever serait donc peut-être plus humain, hein, en ce cas. Et encore, une autre hypothèse, si vous ne l'achevez pas, mais que vous le bannissez en donnant des vivres à lui et ses fidèles, non seulement il n'est pas dit qu'il survive aux dredges qui vous poursuivent, pour rappel, hein, je vous rappelle que vous êtes poursuivis par cette nation-là, mais en plus, il n'est pas dit que Yun-wook ne reviendra pas s'en prendre à vous plus tard, tout simplement parce qu'il n'y a pas 60 directions pour fuir les dredges, et que votre caravane est la plus grande et possède des vivres, armes, etc. Voilà un échantillon du casse-tête que la narration de The Banner Saga provoque, et franchement, c'est génial. C'est juste génial. L'histoire et le gameplay sont tellement bien imbriqués et interdépendants que la sensation d'urgence de nos personnages est partagée par le joueur de manière profonde et efficace. C'est vraiment un grand plaisir. J'ai joué à beaucoup de RPG, j'ai pas joué à beaucoup de jeux, mais j'ai joué à beaucoup de RPG, et c'est un des meilleurs en ce sens, je trouve. Le lien narration-jeu est juste impeccable. Et si on rajoute à cette excellente narration, et à cette excellente sensation de narration, la direction artistique que j'évoquais avant avec les personnages, mais qui est aussi présente dans les dessins de décors qui sont majestueux, que la caravane traverse, comme des tableaux, là, on obtient une atmosphère unique. Pour vous donner une idée, on dirait des dessins de la BD Torgal, à l'époque où c'était Georges Rosinski qui les dessinait. Vous tapez sur Google Torgal, vous allez voir. Alors, à part le dernier où c'est pas Rosinski qui l'a dessiné, toute la série Torgal, c'était lui. Et il y avait un côté comme ça, c'était des traits assez droits, un côté BD belge. Mais en même temps, ce que j'aimais bien chez Rosinski, c'est qu'il avait réussi à donner un côté âpre. Les personnages ont des visages travaillés, anguleux, ils ont de la barbe, ils ont les yeux fatigués, il y a un côté comme ça, très noble, en même temps très digne. On retrouve vraiment ce style-là dans The Banner Saga, avec un côté légèrement plus dépressif, je pense. Et il faut quand même dire, la palette de couleurs est évidemment beaucoup plus vive qu'à l'époque de Torgal, mais dans le choix de l'histoire, mais elle est balayée par une lumière éteinte et des décors pâles et enneigés, donc il y a des couleurs vives, mais la plupart du temps on est dans des couleurs automnales, hivernales, des couleurs, des oranges très limités, très éteints, des bleus très vifs, des grandes étendues blanches, des noirs très marqués, et un trait de dessin très fin comme ça, très juste, où les personnages ont beaucoup de personnalité dès leur incarnation dessinée, où il y a une légère animation. Ils ont eu l'idée de les faire juste cligner des yeux, où on voit leurs cheveux s'agiter dans le vent, des petites choses qui les rendent extrêmement vivants, et qui donnent cette sensation que même s'ils étaient vivants, ils bougeraient pas plus que ça. On sent vraiment ce côté déprimé, il y a quelque chose de l'abattement qui est vraiment très réussi, même si les personnages ont parfois des postures comme ça très nobles, dressés vers l'arrière avec la hache sur le torse, ce genre de choses. Vous allez voir que ça, on sent quand même quelque chose de déprimé à travers ça. Parce que oui, j'avais pas insisté là-dessus, mais le monde de The Banner Saga vit dans une journée constante, comme je le disais un petit peu dans le pitch, parce que pour une raison que tout le monde ignore, la nuit ne tombe plus depuis plusieurs années, donc on est vraiment dans une sorte de... Vous voyez, c'est la Finlande, dans ces périodes de l'année où il n'y a pas de nuit là pendant 6 mois. Dans le style, et les gens sont obligés d'acheter des lumières imitation du soleil pour pas déprimer. Et ben, imaginez un monde où il n'y a pas ces lumières-là, c'est quelque part déprimant. Il fait plus vraiment nuit, on sait plus vraiment, on est désorienté, on sent vraiment ça dans le sous-texte du jeu, et certains personnages l'évoquent directement d'ailleurs.
Cet élément fantastique dans cette journée qui s'arrête jamais ajoute un aspect lunaire au récit, je trouve, qui a l'air d'une fuite sans fin, sans aube ni aurore. Il y a une sorte de truc, c'est pas scandé, on a juste une sorte de chronomètre qui nous dit quand on passe au jour suivant, mais c'est comme si qu'il y avait plus vraiment il y a plus de jour et de nuit, et du coup il y a plus de repères. C'est assez génial, et ça donne un côté vraiment angoissant, déprimant, très légèrement angoissant, déprimant très fortement, mais très légèrement angoissant aussi. Excusez-moi. Hashtag, je vais réussir à parler à un moment donné, clairement. Et ce désespoir ambiant, mais vécu avec noblesse et courage par les personnages, est parfaitement rendu notamment par la musique de Austin Wintory, qui avait été déjà compositeur de musique de jeu atmosphérique sur Flow, je crois, oui, sur Flow et sur Journey. Deux expériences vidéoludiques que j'en vous enjoins à vivre. Hashtag, découvrez vous-même. Vous êtes des grandes personnes, hein, nom de Dieu, faut pas vous tenir par la main comme ça tout le temps quand même. Hein. Bref, oui, je fais des hashtags interminables, peu importe. Et pour The Banner Saga, Austin Wintory a parfaitement compris ce que l'histoire demandait. Une atmosphère viking, noble, avec des trompettes lentes et fières, comme ça, qui soufflent comme le vent, c'est très réussi. Des voix en texte de langue germanique à tendance nordique, au long chant dans la gorge, comme ça, vous voyez, genre... Putain, je suis un chanteur extraordinaire, hashtag, il faut que j'aille à la Nouvelle Star. Bref, ça existe encore la Nouvelle Star, bon bref, on s'en fout. Donc vous voyez le style à peu près. La musique de ce jeu est comme une brise triste qui semble lointaine et fragile, si bien qu'on ne sait pas si elle annonce un début ou une fin. Je viens de finir le premier volet, comme je vous dis, et j'ai vraiment du mal à vous dire si ça va finir bien, cette histoire. Et ce que ce jeu pourra entendre par bien. Bien sûr, il y a des variantes chevaleresques à base de cordes frottées et de percussions sourdes qui rythment un peu les combats, les phases un peu plus speed et ainsi de suite, mais le ton global reste noble, fier, mais désespéré comme ça, comme une sorte de songe lointain. C'est vraiment très très réussi. Hein. Austin Wintory est un grand compositeur de musique de jeux vidéo, c'est impressionnant. Donc, pour conclure ce premier hors-série sur le jeu vidéo, The Banner Saga est un jeu à la narration brillante et impactante. Il a une ambiance unique de fin du monde. Un désespoir constant irrigue l'histoire avec son univers constant, ses personnages fiers et fatigués, sa magie toujours insuffisante, sa fuite ininterrompue. Les personnages sont beaux, complexes et cohérents, profonds, au point qu'il est vraiment impossible d'avoir le fameux alignement des jeux vidéo notre bon, là. Ce qui rend cette situation extrême toujours plus véridique d'ailleurs. Véridique d'ailleurs. Oui, hashtag Alsace, hein, puisque je viens d'Alsace, peu importe. Oui, non, je parlais de l'alignement, juste pour la petite parenthèse, notre bon. Dans les jeux vidéo de rôle, en général, on a un alignement moral. Alors, il va y avoir des gens qui vont être chaotiques, anarchiques, il y en a qui vont être bons, charitables, et puis l'alignement le plus répandu, c'est le neutre bon. C'est-à-dire, les gens vont faire des choses. Quand ils savent pas, ou qu'ils se disent, bon, je sais pas si c'est, j'ai pas envie de me faire feinter, je vais choisir d'être neutre, de pas prendre de position, et sinon, la plupart du temps, entre un acte résolument mauvais, un acte bon, les gens choisissent bon. Donc l'alignement neutre bon, c'est vraiment celui qui est le plus répandu dans la plupart des jeux vidéo qui proposent des choix. Et comme je disais, les personnages sont trop complexes, les situations trop extrêmes et trop bien écrites pour se contenter de ça. Je peux vous dire, hein, moi j'ai une tendance neutre bon que j'ai fait moi-même dans ma première partie du Banner Saga. Il y a un moment donné, je me suis fait trahir parce que j'étais trop neutre bon. Eh ben, je vous dis tout de suite, j'ai eu les glandes. Hein. Ça m'a foutu bien dedans, parce que oui, je l'ai pas dit avant, mais il y a des sauvegardes très régulièrement du jeu, on peut reprendre plus tôt. Mais c'est pas un jeu, je trouve... Moi, j'ai pas eu envie de recommencer pour voir les embranchements de la narration. Je me suis senti bien, j'ai eu l'impression de vivre une histoire que où je choisissais vraiment, tout en ayant des vrais personnages dedans. Et du coup, moi, quand je me plantais, j'ai pas envie de recommencer ce jeu pour l'instant. J'ai pas envie de voir s'il y a d'autres options. J'ai envie d'abord et avant tout d'avancer dans cette histoire et de découvrir... Si on peut faire quelque chose de décisif dans cette histoire, et franchement j'en ai un doute. On est des héros, mais je suis pas certain qu'on sera plus déterminant que ça dans l'histoire de The Banner Saga, de ce monde. Et je trouverais ça vachement bien aussi. Mais je reviendrai dessus éventuellement, même dans un petit hors-série pour revenir quand j'aurai fini la trilogie. Oui, donc comme je disais, la sensation de choix impactant, elle est constante. On perd des gens tout le temps, et la narration nous le surligne. On a le moral de plus en plus bas, hein. C'est vraiment très réussi, mais c'est en même temps tellement bien écrit, tellement bien rythmé, l'ambiance est tellement classe, le jeu tactique est tellement aussi sympathique et prenant. C'est un excellent jeu de tactique tour par tour. C'est vraiment très très bon. Le scénario est exceptionnel. C'est vraiment un voyage au bout du désespoir qui est beau et terrible, poétique et maudit, enfin...
C'est exceptionnel comme jeu. J'ai rarement joué à un jeu aussi poétique, aussi prenant. Allez, j'ai été dithyrambique tout le temps. Je dirais que la seule limite peut-être que je trouverai à ce jeu est que c'est un RPG au tour par tour. Donc si vous êtes allergique à ce style de jeu, passez votre chemin parce que ça risque d'être un peu aride. Oui, l'autre limite que je pourrais mettre, c'est que la plupart des cinématiques sont en texte. Comme je disais, il y a de légères animations, mais on sent que ça a été un jeu crowdfundé, donc il y a... le jeu est très 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 sobre dans ses animations, il y en a très très peu. Je viens de commencer le 2 et dès le début c'est beaucoup plus spectaculaire dans tous les éléments, aussi bien au niveau des dialogues qu'au niveau des phases en caravane. Donc je modère un peu ce que je viens de dire, mais dans l'idée c'est un peu... The Banner Saga est quand même très... austère, risque de sembler austère pour les gens qui ont l'habitude des jeux AAA où ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'animation. Là, on a plus l'impression de participer à une BD dessin animé interactive par moment. Moi, je trouve que c'est génial, que ça participe super bien à son style et j'ai pas envie que le jeu bouge de ça parce que ils ont vraiment réussi à un univers que je trouve absolument génial. Mais je comprendrais que ça puisse déranger certains aussi, cet aspect-là. Quoique. Comme aussi bien dans le jeu vidéo que dans le cinéma, j'aime les jeux qui sont, excusez-moi le lapsus révélateur, qui sont singuliers, et The Banner Saga est vraiment très singulier. C'est un jeu qui est paradoxalement pas très long, qui peut être difficile si on n'a pas l'habitude du jeu tour par tour. Le dernier boss notamment du jeu m'a rendu un peu fou, hein, ça m'avait l'air infaisable à un moment donné. J'y suis arrivé finalement, je me suis rendu compte que c'était moins difficile que je pensais, donc il y a un petit challenge quand même. Mais on peut, à n'importe quel moment du jeu, gérer la difficulté aussi. Donc pour peu qu'on n'aime pas spécialement ce genre de jeu et qu'on ait envie de mettre en facile, ce qui est mon cas, hein, pour la petite parenthèse, j'ai pas joué en facile à The Banner Saga, je l'ai mis en normal parce que je suis pas très bon en tactique, mais je voulais un peu de résistance dans ce jeu-là et j'ai pas regretté au fur et à mesure. Dans la plupart des jeux, moi je les joue en facile. Hein. Même les Mass Effect qui sont connus pour être des jeux hyper assistés pour le casual gamer de base, moi je les mets en facile parce que ça me prend vite la tête de recommencer 15 fois une mission, que j'ai pas forcément le temps, bref, ça me saoule un peu. Faut dire aussi qu'à l'inverse, The Banner Saga est plus léger à démarrer, ainsi de suite. Il sauvegarde beaucoup plus régulièrement, donc aussi on n'a pas à recommencer des gros trucs, à part comme je disais la dernière partie de la fin que j'ai recommencé plusieurs fois pour aller au dernier combat. Mais mis à part ça, le jeu est quand même assez permissif et je pense que même si vous n'avez pas l'habitude des tactiques, ça gâchera pas le plaisir de la narration et de l'atmosphère. Donc même si vous n'aimez pas ce style, essayez, ça coûte rien et c'est un jeu assez unique, il faut au moins le voir une fois je pense. Et les musiques de Wintory sont sur YouTube en plus pour vous donner le style extraordinaire de ce jeu. Donc si ça vous donne, et si ces musiques vous donnent pas envie d'essayer, eh ben je serais surpris, mais en même temps, j'aurais fait mon maximum pour vous vendre un petit peu ce jeu-là qui est vraiment superbe. Oui, bien sûr, hein, c'est une OPSP, hein, je me fais payer par Stoic grâce à mon nombre extraordinaire de viewers. J'ai été financé par Stoic Studio pour faire une pub complètement orientée de The Banner Saga, hashtag vendu, hashtag petite pute, hashtag putaclic, hashtag arrête les insultes, on va interdire ta vidéo, déjà qu'il n'y a pas d'image. Ce serait dommage d'être interdit et d'être striké par YouTube par le son, donc bref. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce hors-série vous a plu. J'espère que vous m'en direz ce que vous en avez pensé, si vous avez joué à ce jeu. Si vous l'essayez, que vous le finissez un moment, n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé. Je trouve ça très intéressant. Si j'ai oublié de parler de choses, parce que c'est la première fois que je parle d'un jeu vidéo, j'ai peut-être oublié des choses importantes, j'en sais rien, techniques qui étaient très importantes, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, où vous voulez, YouTube... Facebook, Instagram, Twitter, quand vous voulez, il n'y a aucun souci. Je réponds à la plupart des commentaires parce que j'en ai pas 100 000, mais aussi parce qu'ils sont souvent très intéressants. Je vous remercie beaucoup pour vos écoutes plus qu'attentives. Ça fait vraiment plaisir sur un format aussi aride, pas d'image et 1 heure de blabla. Merci beaucoup encore pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de HO. Salut les amis, c'était un mec qui parle trop. Ciao ciao.